Bonjour à tous! La guerre des Gaules, une guerre qui va durer à peu près 7 ans et qui va changer la destinée de la France. Rien que la langue que vous parlez entre autres est la conséquence directe de cette guerre qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et oui, car comme disait Maximus, qui est un personnage fictif je vous le rappelle, nos actes résonnent pour l'éternité. Donc pour commencer, voyons un peu la carte de cette république romaine à la veille de cette guerre des Gaules. Alors oui, je vous rappelle que Rome est une république et pas encore un empire. Cette république était dirigée par 2 consuls pour un mandat d'1 an. Il n'y a pas encore d'empereur, et César n'est pas et ne sera jamais empereur. Cette république est à bout de souffle, et le prestige des militaires et la fidélité de leur armée commencent à être une véritable menace pour cette république romaine. Et l'ambitieux Jules César a besoin de construire sa gloire, notamment face à son rival Pompée qui a fait de prestigieuses conquêtes à l'Est. En ce qui concerne la Gaule, je vous rappelle qu'en 58 avant Jésus-Christ, cette république romaine occupe déjà une partie du territoire, car en 121 avant Jésus-Christ, les Arvernes, et oui déjà eux, avaient été défaits par une armée romaine à la bataille du Confluent. Les Romains avaient créé dans la foulée une nouvelle province, la Narbonnaise. D'ailleurs, en 63 avant Jésus-Christ, donc après 60 ans d'occupation, les Allobroges se soulèvent, mais leur révolte est écrasée par Rome à la bataille de Solonion. Et aucun peuple gaulois ne bouge le petit doigt pour ces Allobroges. Écoutez, je vais vous donner un petit conseil. Démerdez-vous! De l'autre côté, dans la Gaule libre, entre guillemets, les Gaulois sont de plus en plus harcelés par les Germains, notamment par les Suèves et leur roi Arioviste. Et 2 de ces puissants peuples gaulois, les Éduins et les Séquanes, 2 peuples qui sont en plus des amis de Rome, sont vaincus par ces Germains à la bataille de Magétobriga en 63 avant Jésus-Christ. Donc voilà pour la situation avant le début de la guerre des Gaules. Une république romaine en pleine expansion avec des besoins de gloire personnelle, une Gaule divisée en plusieurs peuples, n'hésitez d'ailleurs pas à voir ma vidéo sur les peuples gaulois, et la menace des Germains de plus en plus présente. Tout commence en cette année 58 avant Jésus-Christ. Le peuple helvète, exaspéré par leurs voisins germains, d'ailleurs je cite César, des combats presque quotidiens opposaient les Helvètes aux Germains. Donc ces Helvètes décident de migrer à l'ouest, au pays des Santons. La guerre des Gaules va donc commencer à cause d'un problème de voisinage. Donc premier problème pour les Romains. D'abord, ils ont besoin de ce puissant peuple guerrier, donc les Helvètes, à la frontière avec les Germains pour les contenir. Ensuite, cette migration effraie d'autres peuples gaulois, comme les Éduins, parce qu'on parle de 350 000 personnes, dont 100 000 hommes en armes qui vont traverser et, selon eux, ravager leur territoire. Surtout que les Romains ont interdit aux Helvètes de traverser la Narbonnaise. Et en plus, les Romains ne veulent pas d'un important peuple guerrier à l'ouest de la Narbonnaise. Les Éduins demandent alors l'intervention de leurs alliés romains. Le prétexte de l'intervention romaine est donc tout trouvé. D'ailleurs, dès 58, un Éduin ami des Romains, Lyskos, prévient César que beaucoup d'Éduins et de Gaulois ont la crainte qu'après avoir vaincu les Helvètes, les Romains soumettent ensuite toute la Gaule. Malheureusement, César ne nous dit pas ce qu'il a répondu, mais en fait ce Lyskos avait raison. D'ailleurs, je raconte les tensions entre Gaulois pro-romains et anti-romains, notamment chez les Éduins dans ma vidéo précédente. N'hésitez pas à la visionner. César pénètre donc en territoire gaulois avec 5 légions. Donc une légion romaine à la fin de la période républicaine, c'est environ 6000 hommes. Et alors que les Helvètes passent la Saône, César intervient. Environ un quart des Helvètes n'ont pas encore franchi la rivière. Ils sont massacrés par l'armée romaine. C'est donc la première bataille de cette guerre des Gaules, la bataille de l'Arar. L'Arar, c'est la Saône. D'ailleurs, l'historien Plutarque attribue cette victoire à Titus Labienus. Et dans son ouvrage, César se l'attribue. César nous indique ensuite qu'il faut 1 jour à l'armée romaine pour franchir la Saône, alors que les Helvètes ont eu besoin de 20 jours. Le lendemain, une cavalerie d'Éduins, donc les alliés gaulois des Romains, est défaite. César attribue ce revers à, je le cite, « ayant poursuivi avec trop d'ardeur l'arrière-garde des Helvètes, elle a un engagement sur un terrain qu'elle n'a pas choisi et perd quelques hommes. » Et pour couronner le tout, une partie de la cavalerie éduenne, celle dirigée par Dumnorix, déserte. Donc évidemment, César décrit cette défaite comme une escarmouche. Des pourparlers ont lieu entre les Helvètes et les Romains, mais les négociations échouent. En fait, les Romains ont demandé des otages aux Helvètes pour être sûr que leurs paroles soient respectées. Ce à quoi l'Helvète Divico a répondu à César, je cite, « Les Helvètes tiennent de leurs ancêtres un principe. Ils reçoivent des otages. Ils n'en donnent point. » Le problème de César, c'est que les Éduins sont chargés du ravitaillement de son armée, et que ce ravitaillement se fait mal. Je vous rappelle que même si les Éduins sont des alliés de Rome, il y a beaucoup d'Éduins qui voient d'un mauvais œil la présence de cette grande armée romaine en Gaule.
César décide donc de diriger son armée vers Bibracte, la capitale des Éduins. Et les Helvètes décident de poursuivre les Romains et de les attaquer. La première grande bataille de cette guerre des Gaules a donc lieu à Bibracte. On a 6 légions romaines, soit environ 36 000 hommes qui affrontent, selon César, 92 000 Helvètes. Helvètes qui sont, je vous le rappelle, des Gaulois celtes. Et c'est la débandade chez les Helvètes. Certains se réfugient au pays des Lingons et César fait savoir aux Lingons que s'ils aident les Helvètes, ils seront traités comme eux. César oblige donc les Helvètes à rentrer chez eux. D'ailleurs, les Romains trouvent chez les Helvètes un recensement extrêmement détaillé de leur propre peuple, écrit en alphabet grec. Ils étaient 368 000 à partir et ils seront 110 000 à rentrer. Sur 368 000 personnes, les Helvètes avaient 92 000 hommes en armes. Donc basé sur ces informations, on peut extrapoler et imaginer une Gaule avec bien plus de 2 millions d'hommes en armes. Et les Romains ne seront jamais plus de 75 000. Toujours est-il qu'après avoir renvoyé les Helvètes, César. Alors attention, je vous dis juste ce que dit César. Ensuite, vous prenez ces informations comme vous voulez. Donc il nous dit recevoir des députés de tous les peuples de la Gaule qui viennent le féliciter. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les armées romaines contrôlent avec leurs alliés cette partie du territoire, notre Bourgogne et notre Franche-Comté. D'ailleurs, maintenant qu'on a ces troupes romaines sur place, de nombreux Gaulois, et notamment l'Oudien Diviciacos, demandent à César de mener une expédition punitive chez les Germains, qui n'arrêtent pas de les harceler. Pour Diviciacos, ces Germains prennent goût à leur pays et à la douceur de leur civilisation. Et je le cite toujours, sous peu d'années, tous les Gaulois seront chassés de Gaule et tous les Germains passeront le Rhin, car le sol de la Gaule et celui de la Germanie n'étaient pas à comparer, non plus que la façon dont on vivait d'un côté à l'autre. Einschmecker der Brasserien und Bistros wie Coq au vin und Crêpes, klassischen Mousse au chocolat. Ob nun Merlot, Chardonnay oder Sauvignon Blanc. Et César nous explique que les Gaulois se jetèrent tous à ses pieds en pleurant, carrément, pour lui demander d'intervenir face aux Suèves d'Ariovistes. Je vous rappelle qu'en 63 avant Jésus-Christ, Éduin et Séquane avaient été écrasés par Ariovistes à la bataille de Magétobriga. Pour César, et je le cite, ces Germains sont des hommes violents et incultes. Il décrit d'ailleurs leur roi Arioviste comme un homme grossier, irascible et capricieux. En plus, il considère qu'il y a un danger pour les Romains de laisser des Germains passer le Rhin et donc se rapprocher des frontières romaines. César propose un entretien à Arioviste, et Arioviste, le roi des Suèves, répond, je cite, « S'il avait eu quelque chose à demander à César, il serait allé le trouver. Si César voulait quelque chose de lui, c'est à César de venir le voir. » Pas d'entrevue donc, mais César lui demande d'arrêter de franchir le Rhin et d'arrêter les violences contre les Éduins, donc les Gaulois éduins. Ce à quoi Arioviste répond qu'il impose son autorité au peuple vaincu comme bon lui semble. On apprend alors à César qu'Arioviste et son armée de Suèves se dirigent vers Besançon, la capitale des Séquanes. Et alors que César se dirige avec son armée vers Besançon, les Gaulois disent aux Romains que ces Germains sont immenses, et je cite les Gaulois, « Bien des fois, nous nous sommes mesurés à eux. Et le seul aspect de leur visage, le seul éclat de leur regard nous furent insoutenables. » César nous raconte alors que de nombreux Romains commencent à rédiger leur testament. Et c'est là que César nous fait un discours à la Braveheart pour remonter le moral de ses troupes. D'ailleurs, il explique que si les Gaulois, qui sont de très courageux guerriers, n'arrivent pas à battre les Germains, c'est simplement qu'ils combattent sans réfléchir, et qu'ils n'ont pas de stratégie. C'est terrible, c'est terrible. Moi je peux pas remplacer, ils sont complètement cons. Et c'est à ce moment que César reçoit un message d'Arioviste qui accepte de le rencontrer. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que César fait ce premier commentaire sur les cavaliers gaulois qui l'accompagnent. Il ne leur fait pas confiance. Et cette rencontre avec Arioviste a lieu. La conversation entre César et Arioviste est un dialogue de sourds. Arioviste lui dit clairement que cette partie de la Gaule n'est pas la sienne, et qu'en gros, les Romains n'ont rien à y faire. Et Arioviste dit à César que s'il ne quitte pas ce pays, il sera traité comme un ennemi. Et pour couronner le tout, on informe César que les Germains jettent des pierres sur la délégation romaine. D'ailleurs, César nous donne ce détail intéressant sur Arioviste. Il dit textuellement « Arioviste parle le gaulois ». Finalement, les deux armées se rencontrent dans une région qu'on appelle aujourd'hui l'Alsace. À la bataille d'Oestenfeld, les armées germaines d'Arioviste sont écrasées par l'armée romaine. César décrit des soldats germains qui tentent de fuir en traversant le Rhin à la nage. Et alors qu'Arioviste lui-même traverse le Rhin à la nage, ses deux femmes et sa fille perdent la vie dans la déroute. Et la légende raconte qu'après cette bataille, un guerrier suève blessé est recueilli par la fille d'un meunier
et auraient fondé la ville de Mulhouse. Donc on finit l'année 58 et César indique que ses troupes prennent leur quartier d'hiver chez les Séquanes, peuple gaulois frontalier des Germains. Et oui, les Romains restent, il semble bien qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de partir. C'est alors que toute la Gaule belge se soulève contre cette présence romaine particulièrement envahissante. César nous dit que ces peuples gaulois commencent à s'échanger des otages entre eux. Donc, comme vous pouvez le constater, la confiance règne entre ces peuples gaulois. Je suis bien sûr ironique. César charge les Sénons de s'informer et fait marche avec ses troupes vers la Gaule belge qui met 15 jours à atteindre. D'ailleurs, la vitesse à laquelle les légions de César se déplacent indique la qualité des routes gauloises. D'ailleurs, s'il vous plaît, oubliez l'image d'une Gaule remplie de forêts. On parle d'un territoire de 5, peut-être 7 ou 8 millions d'habitants. Donc la Gaule est couverte de milliers de petits chemins qui relient hameaux aux villages et même les petites villes qui sont les chefs-lieux de ces petites nations gauloises. Certaines estimations parlent de villes de plus de 5000 habitants. Le grand aménagement du territoire, la première grande déforestation a très certainement eu lieu avec les Gaulois. D'ailleurs, le mot borne est aussi probablement d'origine gauloise. César nous décrit avec précision les peuples soulevés, le nombre d'hommes mis à disposition. N'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse. Pendant ce temps-là, dans le nord de la Gaule, les plus fidèles alliés à Rome, les Rèmes, font savoir à César qu'ils sont prêts à exécuter les ordres qu'ils recevront des Romains, à leur ouvrir leur place et à leur fournir du blé. C'est alors que ces insurgés entre guillemets gaulois attaquent violemment la ville Rème de Bibrax, et César est obligé d'envoyer à leur secours des Numides, des archers crétois et des frondeurs des Baléares. Mais les Gaulois belges n'arrivent pas à prendre Bibrax et partent en direction des troupes de César. Les deux armées se rencontrent sur l'Aisne et l'armée romaine peut aligner cette fois 8 légions. C'est la débandade totale pour les Gaulois belges commandés par le roi des Suétions, Galba. Après la bataille, César marche sur le territoire des Suétions et des Bellovaques qu'il soumet. Les chefs des Bellovaques qui avaient participé au soulèvement se réfugient eux sur l'île de Bretagne, c'est-à-dire chez les cousins celtes de nos Gaulois. Il soumet ensuite les Ambiens, mais il apprend que les Nerviens refusent de se soumettre. César nous dit de ces Nerviens que, je cite, « ce sont des hommes rudes d'une grande valeur guerrière. Ils refusent le commerce de vin et des produits de luxe car ils considèrent qu'ils ramollissent les âmes et ils accablent de saignants reproches les autres Gaulois de s'être soumis à Rome. » Ces Nerviens soulèvent les Atrébates, les Viromandus et les Atoituques. Et alors que l'armée romaine et ses alliés gaulois se dirigent à leur rencontre, César apprend qu'une partie de ses cavaliers gaulois sont passés à l'ennemi. Les deux armées se rencontrent et une sanglante bataille s'engage. La situation est tellement critique pour les Romains que les Trévires les abandonnent. Ils rentrent dans leur pays et ils annoncent une défaite des Romains. Bon, César nous explique encore qu'il nous refait un discours à la Mel Gibson, mais surtout fait venir 3 légions supplémentaires qui prennent par surprise les Gaulois. C'est une hécatombe pour les Gaulois. César nous dit que la bataille a presque réduit à néant la nation et le nom des Nerviens. Sur 60 000 combattants, seuls 500 ont survécu. De leur côté, les Atoituques qui étaient en route pour venir en aide aux Gaulois apprennent la défaite qu'ils ont subie et font demi-tour. Mais César et son armée partent à leur poursuite jusqu'à la forteresse d'Aduatuci. Impressionnés par la hauteur des machines de guerre romaines, les Atoituques pensent prendre les Romains par surprise en disant vouloir se rendre. Mais leur attaque surprise se solde par un échec. 4000 sont tués et 53 000 vendus comme esclaves. Toute la Gaule belge est donc soumise. Dans le même temps, les peuples de l'Ouest où César avait envoyé une légion commandée par Publius Crassus disent se soumettre à Rome sans combat, et les Romains installent leur quartier d'hiver chez les Carnutes, les Andes et les Turons. Pour l'anecdote, si vous connaissez l'histoire romaine, ce Publius Crassus envoyé dans l'Ouest est le second fils du richissime Marcus Licinius Crassus, avec qui César partage le pouvoir au sein du triumvirat. Dans le même temps, César envoie Galba soumettre des peuples des Alpes non soumis à Rome et qui contrôlent par exemple le col Saint-Bernard. César décrit une victoire romaine même si on doute aujourd'hui que les Romains aient vraiment remporté cette bataille. On arrive à l'année 56 avant Jésus-Christ et César apprend que les Vénètes, peuple de loin le plus puissant de l'Armorique, se soulèvent et entraînent dans sa rébellion bon nombre de peuples de cette façade atlantique. César déclare « Toute la côte est promptement gagnée à leur avis ». En plus, les Vénètes ont retenu 2 diplomates entre guillemets romains et je cite César, titre d'ambassadeur que toutes les nations ont toujours regardé comme sacré et inviolable. Et pour couronner le tout, ces peuples gaulois de l'Armorique demandent de l'aide aux Celtes de l'île de Bretagne, c'est-à-dire notre Angleterre. Les Pictons et les Santons, ennemis des Vénètes, se rangent du côté romain.
Pour éviter un soulèvement général, César envoie Titus Labienus chez les Trévires et demande au Rème de surveiller la frontière avec les peuples germains. Il envoie Publius Crassus en Aquitaine pour empêcher que ces peuples envoient des secours. Et il envoie 3 légions commandées par Quintus Titurius Sabinus tenir les troupes celtes de notre Normandie en respect. Et à qui César donne le commandement de la flotte romaine de l'Atlantique qui devra affronter les Vénètes? À Decimus Brutus, qui organisera son assassinat dans 12 ans. César avoue être impressionné par la qualité des navires vénètes, mais à l'issue d'une spectaculaire bataille navale au cours de laquelle, avec 220 navires, les Vénètes rivalisent avec la superpuissance romaine, les Gaulois vénètes sont finalement vaincus. Les Vénètes habitent la partie sud de la Bretagne, qui correspond au Morbihan. Un matin de septembre 56, les navires romains enfin prêts se positionnent. Quand ils voient arriver une armada de 220 navires vénètes. Les Vénètes sont alors obligés de se rapprocher des côtes, le début de leurs ennuis. Leurs bateaux sont puissants, mais ils n'ont que des voiles. Les navires vénètes sont obligés de virer de bord, pour revenir vers eux. Et là, évidemment, face au vent, ils perdent de la vitesse. Donc, les Romains s'enhardissent, se disent, bon, on va y aller quand même. Comme les navires romains sont à la rame, ils arrivent toujours à manœuvrer beaucoup plus facilement pour esquiver les navires vénètes. Sur l'eau, le combat fait rage. De la côte, César observe, mais soudain, le vent tombe, les Vénètes sont immobilisés, à la merci des Romains. Les Romains n'ont plus qu'à entourer à 2, 3, 4 navires, chaque navire vénète, et ils montent à bord, c'est l'assaut, et c'est la fin de la bataille. À la fin de la bataille, César décide de châtier sévèrement les Vénètes afin que, je le cite, pour qu'à l'avenir ces barbares soient plus attentifs à respecter le droit des ambassadeurs. César fait donc mettre à mort tous les sénateurs vénètes et vend les combattants prisonniers comme esclaves. Et en récompense pour leur soutien, César attribue des territoires aux Pictons. Et il y a mieux pour les Romains. Vous vous souvenez que César avait envoyé 3 légions en Normandie? Eh bien, Sabinus écrase les Unelles, les Aulerqueburovis et les Lexovis dirigés par Viridorix, une sorte de Vercingétorix normand. Eh bien, Viridorix est battu malgré le fait, et je cite César, qu'une multitude considérable était venue de tous les coins de la Gaule. De son côté, Publius Crassus, qui ne fait pas beaucoup confiance aux troupes gauloises qui l'accompagnent, soumet pourtant les Aquitains après avoir vaincu le plus puissant de leur peuple, les Sociates. Et le fait que les Aquitains aient demandé de l'aide au peuple de l'Espagne non occupée n'empêche pas leur défaite. Et après cette défaite des Sociates, tous les peuples d'Aquitaine se soumettent aux Romains. Pour finir cette année 56, César fait ravager les territoires des Ménapes et des Morins qui avaient refusé de se soumettre, et les armées romaines établissent leur quartier d'hiver chez les Aulerques et les Lexovis. Donc voilà, comment tout ça va finir, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo sur la guerre des Gaules.